Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sonne 15 heures pour votre émission de jeunesse, 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Nous nous intéressons cet après-midi aux langues, notamment la langue maternelle. Cette langue étant l'un des instruments les plus puissants pour préserver et développer le patrimoine culturel d'un peuple. Selon les spécialistes de la question, parler la langue maternelle dès l'enfance permet à l'enfant justement de développer des compétences les plus avancées. Mais avec l'évolution du monde et la modernisation, plusieurs parents prennent de moins en moins plaisir à valoriser du coup et s'abstiennent de parler la langue maternelle avec leurs enfants. Pourquoi cette situation et quel peut être justement l'apport des langues maternelles dans le développement? Voilà les questions auxquelles nous tenterons de répondre ici sur ce plateau. Et justement, pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment est-ce que vous vous portez? Très bien. On va se présenter pour nos très chers téléspectateurs. Allez-y. Moi, je réponds au nom de Georges Amour. Moi, c'est Abigail et c'est un plaisir de vous retrouver parce que ça fait un petit moment. C'est un plaisir de vous retrouver à ce soir. Benjamin Reno, Siram Somali, c'est moi, le fils adoptif de Molière. Ça fait plaisir de retrouver encore le plateau cet après-midi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Parenthèse, je n'avais pas dit le fils adoptif de Molière, si Roger fait aussi, il a dit de fonction. Nous allons partir pour la transition et revenir pour le débat. Comme je l'annonçais tantôt, nous parlons cet après-midi de l'apport de nos langues maternelles dans le développement justement de la nécessité de valoriser nos langues maternelles. Benjamin, c'est vrai, quand on dit langue maternelle, qu'est-ce que ça sous-entend d'abord? Si nous entendons par langue maternelle, il faut qu'on sache déjà que l'explication sera un peu plus linguistique parce que ce sont les spécialistes de la langue. Et quand on parle de langue maternelle, c'est vrai que tout porte à croire que c'est la langue de la maman. En réalité, tel n'est pas le cas. La langue maternelle d'une personne, c'est la langue-là que la personne a apprise premièrement et arrive à s'exprimer aisément. C'est-à-dire, c'est cette langue dans laquelle la personne a de l'aisance verbale. Et donc, je vais donner un exemple. Un Évé qui est né à Kara, mais qui s'exprime aisément en Kabier, a donc pour langue maternelle Kabier au lieu d'avoir Évé qui est peut-être la langue de sa mère comme langue maternelle. On comprend donc que la langue maternelle, c'est cette première langue-là que l'on a acquise, c'est-à-dire cette langue qui nous a permis de nous exprimer, cette langue dans laquelle nous n'avons pas de difficultés pour exprimer nos idées. Et donc, si tel est le cas, on comprendra que langue maternelle n'est pas exclusivement la langue qu'on a héritée de notre père ou de notre mère, mais cette langue-là qui nous a permis, premièrement, d'exprimer nos idées à la société, ou encore cette langue-là qu'on nous a apprise. Pour finir, le petit chinois qui naît au Togo, qui comprend l'évé, aura pour langue maternelle l'évé. Je partage pas entièrement son avis. Moi, je dirais tout simplement que la langue maternelle est cette langue-là qui ne nous a pas été imposée. Par exemple, je prends comme langue maternelle de quelqu'un dont le papa est IFEP ou bien est évé, donc sa langue maternelle est évé. Ça va de même pour quelqu'un dont sa maman est Kadier, sa langue maternelle sera le Kadier. Donc, c'est mon point de vue. Je dirais qu'il y a un peu d'ambiguïté dans les définitions. Souvent, les gens ont l'habitude de se dire, quand on dit langue maternelle, c'est soit la langue de la maman ou du papa, en tout cas la langue de l'un de nos parents. Mais ce n'est pas le cas. En matière de linguistique, on parle de langue, voilà. On dit langue maternelle, c'est carrément différent de la langue d'origine, qui peut être maintenant la langue de ton papa ou de ta maman, comme on le dit. Mais la langue maternelle, c'est la première langue que tu as appris, au fait. C'est la langue dans laquelle tu as pu prononcer tes premières paroles, tu as pu donner tes idées dans la société. Au fait, c'est ça on désigne la langue maternelle, au fait.
Donc, c'est pour ça on revient sur ce thème et puis on dit c'est important de savoir quelle langue maternelle, quoi, dès le bas âge, quelle doit être la langue maternelle de nos enfants. Il faut que ça soit des langues exportées ou bien des langues d'origine. Je peux faire de ma langue d'origine une langue maternelle pour mon enfant, en fait. Oui, je voudrais rappeler quelque chose par rapport à l'intervention d'Abigail. En réalité, la confusion est née du fait que généralement, les langues d'origine, c'est-à-dire les langues là de nos parents, deviennent systématiquement nos langues maternelles. Pour la plupart des cas, la langue que parlent nos parents, c'est-à-dire la langue de leur milieu de provenance, nous est imposée, en guillemets, imposée à prendre avec des pincettes, nous est donc apprise. Et quand nous apprenons cette langue, elle devient notre langue maternelle. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Quand je suis, par exemple, Kabier, et que mon père est Losso, et ma mère est peut-être, c'est pas Akbosso, et que la langue Akbosso la m'est apprise, je vais donc avoir pour langue maternelle Akbosso. Maintenant, quand j'ai des parents évés, et qu'on m'apprend aussi l'évé, puisque les parents sont d'origine évée, on prête confusion donc à ces deux notions-là. En réalité, la langue maternelle, c'est la langue là où on a acquis l'aisance de s'exprimer. Toutefois, puisque généralement, la langue là est toujours la langue d'origine des parents. C'est-à-dire, un parent ne peut pas venir aujourd'hui apprendre l'allemand à ses enfants pendant que lui-même n'arrive pas à s'exprimer en allemand. Et généralement, la maman a le rôle là, c'est-à-dire la première responsabilité ou encore l'apprentissage, l'acquisition des langues provient d'emblée de la maman. C'est elle qui nous apprend, ça me rappelle encore, ces verbes de Camara là dédiés à sa maman dans l'enfant noir où il disait que sa maman lui apprenait les premiers pas, sa maman lui apprenait donc les B à bas de la langue. Et donc, tout cela concourt à ce que notre langue maternelle soit d'emblée la langue de notre mère ou encore de notre père. Alors, partons justement de cette définition-là, c'est-à-dire le fait de considérer nos langues d'origine comme nos langues maternelles. Est-ce qu'aujourd'hui, Abigail, nous parlons nos langues d'origine? C'est pour ça que j'ai tenu à mettre cette différence-là. Parce que la nouvelle génération que nous sommes, on va remarquer qu'on a plus tendance à apprendre les langues étrangères à nos enfants. Quand l'enfant parle bien le français, on est content. Ou bien quand tu es Kabier, tu viens du nord, tu vis dans une localité du sud et les premières paroles de ton enfant, c'est le B ou le mina. On se sent content, on a l'impression que l'enfant fait un exploit. On a tendance à apprendre les langues extérieures. On a tendance à négliger un peu nos langues d'origine en faveur des autres langues. Donc c'est ça qui amène à quand même à faire cette différence-là et savoir que la langue maternelle, elle est importante et donc il faudrait que, en temps normal, il faudrait que ça soit notre langue d'origine. Non, je dirais non, puisque lorsqu'on se met à faire un petit sondage, une petite enquête, force est de constater que beaucoup de gens n'arrivent pas à parler leur langue maternelle. Ils s'adonnent plus à cette langue-là qui est apprise à l'école, à savoir le français, l'anglais et tout ce qui suit. Mais c'est vraiment dommage que la faute vient aussi à certains parents, oui, la faute incombe aux parents, puisqu'il y a certains parents eux-mêmes qui ne maîtrisent pas, d'accord, voilà, donc c'est ce qui fait que les enfants aussi n'arrivent pas à s'exprimer aisément dans leur langue-là. Pourquoi cette situation? Oui, cette situation s'explique par le fait qu'aujourd'hui, le système éducatif a tout fait pour qu'on puisse considérer nos langues maternelles comme étant facultatives et les langues du blanc sont des matières obligatoires. C'est-à-dire aujourd'hui, l'enfant a le choix, un libre cours entre l'évé, Kabier. L'enfant peut choisir l'évé, Kabier, dessin comme chose facultative. Facultative veut dire c'est pas important. Ou encore, tu peux ou ne pas choisir. Un enfant peut aujourd'hui avoir son examen sans choisir les langues maternelles. Par contre, si tu ne composes pas en français, en anglais, en allemand, tu vas échouer lamentablement. Ce qui voudrait dire que le système éducatif déjà est conçu pour encourager la langue exogène ou encore la langue occidentale. Maintenant, si nous revenons au niveau des parents, qu'est-ce que nous remarquons? Georges l'a déjà dit, mais je vais peut-être réitérer cela en ces mots en disant ceci. Les parents aujourd'hui n'arrivent pas à accepter qu'eux-mêmes ont des lacunes dans les langues maternelles. C'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas s'exprimer librement dans leur langue maternelle. Non seulement ces gens-là ont honte, mais aussi ces gens-là encouragent cette médiocrité linguistique. C'est-à-dire, ces gens-là n'arrivent pas aujourd'hui à s'exprimer et ça leur fait plaisir, comme le disait Abigail. Aujourd'hui, vous allez voir les gens
qui s'exprime par exemple en EV, jusqu'à arriver à un moment, vous voyez les emprunts francophones, c'est-à-dire les conjonctions de coordination. Je t'avais dit ceci, mais, donc, parce que tout porte à croire en réalité que ces conjonctions de coordination n'existent pas dans nos langues locales, si vous permettez que je les appelle ainsi, ou encore dans nos langues endogènes, les langues là que nous avons chez nous ici. Et les gens ont finalement accepté ces réalités-là. Maintenant, nous sommes aussi dans un monde où le brassage culturel a tellement métamorphosé la tête des gens à un point où on accepte mieux ce qui vient de l'extérieur. Aujourd'hui, quand vous avez un enfant, comme venait de le dire Abidel, quand vous avez un enfant qui s'exprime déjà, c'est-à-dire les premiers mots que les enfants prononcent, tous parents aujourd'hui, surtout les jeunes parents, s'attendent à ce que son enfant dise c'est bien, c'est-à-dire français, quoi. Et on essaie déjà de stéréotyper les jeunes petits frères dans cette logique-là où ils doivent s'exprimer en français, en anglais. Il y en a même qui vont jusqu'à imposer des journées français, journées où on parle anglais à la maison, journées où on parle allemand si vous voulez, mais jamais on encourage les enfants à s'exprimer dans la langue locale ou encore vernaculaire, je ne sais quoi. Alors, Abigail, nous accusons les parents, mais il faut également pointer du doigt le système éducatif. Moi, je me rappelle bien, ou bien c'est un constat, même à l'école, quand vous parlez de vernaculaire ou bien votre langue maternelle, il y a un signal que vous pouvez Voilà, c'est en fait pour ça que je me dis que la responsabilité incombe plus aux parents parce que le système éducatif n'est pas conçu de telle sorte à valoriser nos langues. Elle est conçue à plutôt nous apprendre les langues. Ça suppose quoi? Qu'on maîtrise déjà les nôtres et on veut un plus, en parlant de brassage culturel, on veut un plus pour s'ouvrir vers d'autres horizons. Donc, ça dit que ce rôle-là, cette responsabilité-là revient aux parents. À l'école, c'est vrai, on interdit le vernaculaire, surtout vers le nord où moi j'ai eu à fréquenter. On interdit vraiment le vernaculaire. Tu n'as pas le droit de t'exprimer dans ta langue. À l'école, on te dit, à l'école, c'est le français, c'est l'anglais, ça passe. Mais le Kabyle, les autres, non, pas du tout. C'est conçu comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis la grande partie, ou bien, comment on va dire, la responsabilité, la grande responsabilité, au fait, c'est aux parents de faire comprendre à leurs enfants que ça, c'est peut-être l'école, mais chez moi, à la maison, c'est voilà, c'est notre nom, on est fiers de parler de Kabyle et autres. Et outre ce que Benjamin et la camarade vient de dire, moi je dirais que la responsabilité est partagée, hein, tant du côté des parents que de nos autorités. Et le constat que nous faisons ces derniers temps, c'est que quoi, les parents ne partagent pas la même sphère géographique et dans le foyer. C'est-à-dire quoi? Et le papa peut être Ifé et la maman peut être Kotokouli. Donc, il y a ce métissage-là linguistique qui se pose. Donc, quelle langue parler à l'enfant? Peut-être la maman aussi ne comprend pas le dialecte du papa et vice-versa. Donc, c'est ce qui fait que finalement, la langue maternelle est mise au côté. Voilà. Alors, Benjamin, pourquoi est-il nécessaire qu'une personne justement maîtrise sa langue maternelle? Est-ce que c'est important de comprendre, de parler sa langue maternelle? Je dirais que c'est impératif. Ce n'est pas important, mais c'est impératif. Pourquoi? Parce que récemment, je lisais un livre d'un pédagogue là. J'ai un peu oublié le nom, mais je sais qu'il est togolais quand même. Il avait écrit ceci, je vais paraphraser. Il dit: les problèmes s'expliquent mieux dans la langue de l'enfant. C'est-à-dire, quand vous posez un problème à l'enfant au tableau, vous dites, je veux parler des élèves, bien sûr. Quand vous posez le problème, vous dites, maman est partie au marché de Toglikopé. Maman a acheté 20 poulets, maman a vendu 10 et maman a ramené combien à la maison. L'enfant doit d'abord translater, si vous voulez encore ramener ou traduire ce problème-là qui est dans la langue du blanc ou encore le français, dans sa langue maternelle, avant de mieux comprendre. Et l'enfant là qui n'arrive pas à rapidement faire ce processus ou encore à enclencher ce processus dans sa tête, a déjà 50% de chances de rater le problème. Pourquoi? Parce que si l'enfant n'arrive pas à comprendre aisément la langue du blanc, permettez que je l'appelle ainsi, la langue du blanc, l'enfant ne pourra pas cerner tous les paramètres de ce problème-là qui lui est posé. Par contre, un enfant qui arrive à cerner tous les paramètres de ce problème-là dans sa langue a de l'aisance à calculer facilement et à même donner les réponses. La preuve, il y a ce qu'on appelle l'interférence linguistique. Vous allez entendre les gens dire, c'est sur cette méthode-là que nous avons marché pour faire ceci. C'est-à-dire, en EV, quand vous traduisez en EV, vous allez mieux comprendre, vous dire, c'est sur cette méthode-là que nous avons marché.
On peut dire par exemple que et moi a dit mis zondo et mis porno. Donc quand tu traduis ça en français, tu comprends que la personne en réalité avait pensé en français avant de ramener ça maintenant, avait pensé plutôt en langue vernaculaire avant de ramener ça maintenant en français. Ou encore vous allez voir quelqu'un qui dit quelque chose, et vous allez vous demander pourquoi cette personne a parlé ainsi. Si vous comprenez le dialecte de la personne, vous allez comprendre pourquoi la personne a cette manière-là. Il y a même un mythe qui dit que les gens qui sont issus je crois les gens de Lama ou quelque chose comme ça, parlent mieux l'allemand parce que la construction phrastique en allemand est la même chose dans leur langue. Je ne sais pas si c'est vérifié. Donc, il y a de ces petites choses-là, ces petites subtilités-là qui favorisent. Et donc, quand nous fermons le pont ou encore nous brisons le pont entre cette interférence qui devait en réalité aider les enfants et nous-mêmes à nous exprimer mieux dans la langue de l'autre ou encore d'autrui, nous n'allons pas quand même atteindre la perfection langagière que nous avons toujours pensé. Pour finir, peut-être, je voudrais citer Senghor qui disait que le français, qu'il a africanisé le français à sa manière et qu'il a construit une maison dans la Maison Blanche de Molière pour dire en fait qu'il a essayé de mettre sa touche particulière dans la langue de Molière. C'est intéressant et c'est très audible à entendre. Oui, moi je dirais très crucial même. Puisque quoi, beaucoup de gens, bon nombre de gens prennent conscience de la situation maintenant, d'accord? Et qu'est-ce qu'ils font? Beaucoup d'auteurs, bien beaucoup d'écrivains, ils essaient d'exhiber, d'accord, leur culture, puisque lorsqu'on parle de langue maternelle, forcément on parle de culture. Donc ces écrivains-là ou bien ces responsables-là, d'accord, ils exhibent leur culture dans leur écrit. Donc c'est juste pour montrer que vraiment c'est vraiment impérieux de maîtriser sa langue maternelle. Donc pas seulement sa langue maternelle, si possible même de s'ouvrir à d'autres horizons. Et je dirais que la langue maternelle, comme l'a dit Benjamin, c'est impératif. Au fait, ça fait partie de notre identité. Donc, ne pas comprendre sa langue maternelle, bon, moi, je me dis que ça serait difficile de comprendre la langue des autres. Normalement, quand tu ne maîtrises pas ta langue maternelle, ça serait difficile de comprendre la langue des autres, de comprendre aussi les cultures. Et quand on parle de langue maternelle, par exemple, chez moi, vers le nord, il faudrait que, comment on dit, pour être associé à la société, pour pouvoir participer au fait, au développement de ta société, je sais pas, les interactions, tout ça, là, tu dois maîtriser ta langue maternelle pour pouvoir le faire. Donc, si tu négliges cette part-là, ça serait un peu comme tu vas revenir chez toi, mais te trouver comme un étranger parmi tout un, comment on va dire, tout un monde, tu te retrouves étranger. Pourtant, normalement, tu devais t'intégrer facilement. Cela est très important. Et comme l'a dit Benjamin, comment il va dire, souvent les enfants et autres, c'est vrai, on dit le français, mais quand ils ne comprennent pas leur langue maternelle, c'est compliqué. Il y a certains problèmes. Moi, je me rappelle aussi, simple, comment on dit, la famille, regroupement de quoi. Moi, j'avais des soucis à retenir ça. Et qu'est-ce que maman a fait à l'époque, comme elle voyait que j'avais des difficultés, elle a ramené ça en cabier, et puis on a refait au fait le cours en cabier, et je répondais facilement, mais tu vois, c'était simple. Sauf que tu n'as pas compris leur histoire de regroupement de tel quartier, et autres. Donc, quand elle m'a expliqué, dans ma langue, ça a été aisé pour moi, quoi. Donc, c'est pour ça, comme l'a dit Georges, actuellement, les gouvernements sont en train de faire des efforts comment on va dire, d'amener certains enseignements. C'est vrai, il a dit pour le moment c'est facultatif, mais je pense qu'à la langue, il faudrait que ça devienne quelque chose d'obligatoire. Moi, je me dis ça, pour le moment c'est facultatif parce que, à la base, ils n'avaient pas pensé à cet aspect-là. Mais comme ils l'ont pensé, que c'est tout un système, ils ne peuvent pas tout d'un seul coup introduire ça comme cela. Donc, on se dit, point de vue, c'est facultatif et autres. Et après, je pense qu'on doit rendre ça obligatoire parce que c'est vraiment important. Voilà, vous l'avez dit, c'est vrai, les modalités sont par rapport. C'est vrai, même si vous allez sur l'université de Lomé, il y a certaines facultés, on va dire, qui s'intéressent justement à l'apprentissage. Mais pourquoi aujourd'hui vraiment, c'est-à-dire même s'il y a des opportunités, voilà, d'apprendre nos langues maternelles, même nous ne nous intéressons pas forcément à l'apprentissage de ces langues maternelles. Pourquoi?
En réalité, le constat que vous venez quand même d'exposer, il est clair. Et dans ce constat, il y a en réalité les problèmes que nous n'avons pas peut-être facilement décelés. Aujourd'hui, on n'encourage pas l'excellence dans nos langues. Prenez les concours qui pullulent. Je ne vais pas juger, loin de moi l'idée de juger le fonds d'aide à la culture, je ne voudrais pas le faire. Mais je voudrais juste faire une comparaison, même si elle n'est pas raison. Quand vous prenez le fonds d'aide à la culture, vous allez remarquer que quand les gens font véhiculer les messages de nos cultures, il faut qu'on place aussi un tamis où nos cultures doivent être véhiculées dans nos langues. Pourquoi je dis cela? Toute langue a toujours... la langue est égale à la culture, quoi qu'on dise. C'est-à-dire, dans toute langue, il y a ces particules de notre culture qui se promènent là-dedans. Et donc, il va falloir qu'on passe en ces choses. Maintenant, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, quand vous voyez les concours qui sont organisés dans le pays, aujourd'hui, on prône l'excellence en orthographe. Dictée, concours de dictée dans la langue du blanc. Permettez que je l'appelle ainsi ce soir. Dictée dans la langue du blanc, spell bee, et c'est art oratoire, et tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, on prône l'excellence, mais tout cela autour soit de la langue de Molière qui est le français, soit la langue de Shakespeare qui est la langue anglaise. Mais on ne voit pas aujourd'hui les gens encourager, on ne voit pas aujourd'hui les gens organiser des colloques autour de cela. C'est vrai, on ne va pas démentir cela dans le cadre universitaire. Il y a ces quelques petits efforts qu'on remarque. Aujourd'hui, il y a des colloques qui sont organisés où on s'intéresse à ces richesses stylistiques qui sont dans nos langues. Mais le constat est que la cagnotte derrière n'est pas considérable. C'est-à-dire, on ne voit pas encore, je ne dis pas qu'on n'a jamais vu, mais je dis, on ne voit pas encore cette cagnotte-là assez intéressante qui va intéresser les gens. Pourquoi ne pas organiser un concours de proverbes dans les langues? Pourquoi ne pas organiser un concours où les gens viennent exposer une étude onomastique de leur nom, c'est-à-dire ils exposent les richesses qui se cachent derrière leur nom et tout, pour intéresser. Il y a de ces pages Facebook-là qui sont créées un peu partout, mais combien sont prêts à encourager ces genres de personnes? Et donc, tout cela aussi, à côté de la lutte qui est faite, il y a des gens qui ne veulent pas aussi encourager en mettant. Il faut investir aussi dans la langue. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter un produit chinois et à côté de l'anglais ne pas voir le caractère chinois. Même s'ils savent que nous ne comprenons pas, ils nous imposent ça de gré ou de force. Aujourd'hui, promenez-vous dans la ville de Lomé et voyez les bâtiments des Chinois. La dernière fois, je suis passé à côté de ces entreprises chinoises-là, je ne vais pas donner quand même leur nom, mais vous allez voir, ils savent que nous ne comprenons pas, ils savent que nous sommes dans un pays francophone, qu'on ne comprend pas, on ne sait pas s'ils nous insultent ou pas, mais ils nous imposent quand même les caractères chinois. Alors, nous allons nous intégrer dans cette culture chinoise-là. La preuve à l'université de Lomé aujourd'hui, les gens apprennent et ont des diplômes dans cette langue-là, c'est-à-dire ils sont des spécialistes de cette langue. C'est déjà parce qu'il voudrait dire que le blanc ou encore autrui vient s'imposer à nous. Et qu'est-ce que nous faisons de nos propres langues? C'est parce que nous ne nous investissons pas à fond. Le constat est clair et puis très explicite. Oui, c'est ça. On ne s'intéresse pas forcément. Le truc est que nous ne valorisons pas, d'accord, ou bien nous n'apprécions pas à juste valeur ce qui vient de chez nous. C'est ça. Et ça ne vient pas d'aujourd'hui, ça date depuis des siècles. Donc, ça fait qu'on est habitué à cette mode de vie-là. Donc, on trouve juste, ou bien on trouve d'intelligent, ou bien de cette personne-là qui a cette capacité, d'accord, de s'exprimer en plusieurs langues. Cette personne-là qui est bilingue, d'accord, pas seulement bilingue, ou bien cette personne-là, polyglotte, merci pour le mot, mais qui est polyglotte, mais qui néglige, d'accord, sa langue maternelle. Et c'est un peu dommage. Vous allez voir, lorsque vous prenez le bulletin ou bien le relevé d'un élève anglais 17, français 18, espagnol 21 sur 20, mais c'est dommage que l'élève n'arrive pas, d'accord, à construire ou bien à faire une phrase correcte dans sa langue maternelle. Bon, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à ça? Moi, je dirais juste, on n'aime pas, on n'apprécie pas nos langues maternelles, même si les efforts sont faits là-dessus. La plupart des ethnies, ou disons certaines ethnies, ont tendance à ne pas aimer. Moi, je dis comme ça, ne pas aimer leur langue, parce qu'il arrive, même s'ils le comprennent, de ne pas le parler. Quand ils sont en public, ils préfèrent même parler une autre langue plutôt que la leur. Mais je parle de nos langues nationales elles-mêmes. Je peux être Kadier, je suis dans un groupe qui a les Kadier, mais entre Kadier, le fait de parler les B
on se dit que c'est meilleur, c'est plus classe. C'est pas encore le français. Je parle. On a tendance voilà, on a tendance, d'autres même qui viennent pour la première fois dans la capitale, qui découvrent la capitale, ils se disent non, quand je vais donner mon nom, voilà mon nom d'origine, alors on m'appelle Abiré, quand je vais dire je suis Abiré là, c'est comme, il faut plutôt donner un nom français. Ça commence comme ça, on minimise, c'est fait, mais moi je dirais que c'est une façon de ne pas aimer sa langue. Au prime abord, c'est d'abord ça, et ils ont soulevé le problème aussi. C'est vrai, on peut faire des politiques tout autour pour valoriser les langues là, mais si nous, les nouvelles moments que nous sommes, nous ne comprenons même pas nos langues maternelles, maintenant comment perpétuer ça? Comment enseigner ça à la nouvelle génération qui vient dans le but de pérenniser ça? Si nous-mêmes nous avons des difficultés à le parler, peu importe les efforts de quoi qu'on fera là-dessus, il faut celui de base, qui sont les parents, pour quand même apprendre à la base aux enfants, et plus tard, on le fera et autres. Et comment je vais dire, par exemple, moi, j'ai fait Isika, il y a un cours, au semestre mousson pour les étudiants, ils vont comprendre, où on disait comment t'appelles-tu? Ça, c'est une matière où on nous a renvoyé à la source. Pourquoi, comme Benjamin le disait, chacun prend son nom, il retourne à sa source. Pourquoi ce tel nom? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi on a donné ce nom-là? Au fait, mon village, et tout ça là, on a fait des enquêtes. Mais justement, pour comprendre même le nom que je pose, ça me dit quoi au fait? Et à la longue, on est revenu avec des documents, mais c'était un peu drôle, c'était sombre, mais d'autres ont pris conscience au fait que le nom qu'ils portaient, c'était quand même un défi à relever. Ils ont découvert un autre univers. Je le dis, c'était pas écrit en vernaculaire, mais pour faire des choses comme ça, il faut retourner. Moi, j'ai dû retourner chez moi, voir mon grand-père, qui était heureusement à l'époque en vie pour lui demander, mais le nom Niou, parce que c'est le nom général de la grande famille, même si je suis, vous m'avez, c'est Niou, ça veut dire quoi? Et tout ça. Pourtant, j'entendais ça depuis des années, mais je me suis jamais intéressée à ça. Tu vois, donc disons que quelque part, nous-mêmes, on n'aime pas nos langues, ou bien il y a certaines ethnies-là qui se trouvent inférieures par rapport à d'autres, ou bien qui ne s'aiment pas, qui n'aiment pas leur manière d'être autre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et dans la même nation, quelquefois aussi, je ne sais pas, il y a d'autres ethnies qui dévalorisent certains. Et du coup, ils ont ce complexe-là aussi de se refléter quand on est dans la société, de ne pas s'afficher. Et quand on n'aime pas s'afficher, forcément, on va négliger notre langue, on va faire en sorte que notre culture, on va l'éteindre à petit feu. Il y a aussi tous ces paramètres-là qui n'aident pas, en tout cas, à valoriser le monde. Alors justement, en parlant de notre parenthèse, il y avait un camarade qui s'appelait c'est-à-dire quand on a demandé d'aller chercher justement l'essence de l'heure, on savait dire j'ai mangé ma mort en fait quoi. Donc, le jour qu'il est revenu avec la définition, ça a été le nom par lequel on appelait des mais j'avais pas avancé dans le débat, on parle justement de la valorisation de nos langues maternelles. Alors, quel peut être l'apport des langues maternelles dans le développement d'un pays? Oui, vous l'avez dit. Je parlerai plutôt des apports parce que, oui, c'est vrai, peut-être qu'en parlant de l'apport, il y a beaucoup de petits apports qui seront l'apport général de nos langues maternelles. Il faut d'abord dire qu'il y a d'abord un épanouissement intellectuel de l'être. C'est-à-dire, quand vous vous exprimez mieux dans votre langue, vous ne manquez pas de mots. Vous allez voir que même les érudits de la langue, que quand nous allons citer aujourd'hui les Senghor, les Aimé Césaire et tout ce que vous voulez, ils ont eu entre-temps, de part et d'autre, des difficultés langagières. C'est-à-dire, ils ont manqué de mots pour exprimer certaines choses. Il suffit d'analyser les ustensiles de cuisine aujourd'hui, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Longtemps, nous ne connaissions pas le nom de ce qu'on appelle la Khmerati, par exemple, en français. Et quand nous parlons aujourd'hui de spatule, ce n'est qu'un rapprochement ou un glissement de sens. C'est en réalité le bec d'un oiseau qui ressemble à cet objet-là qui lui a été attribué. Vous allez voir aujourd'hui que il y a quand même cette réalité-là que nous ne pouvons pas nier. Nous allons nous exprimer mieux dans notre langue et les idées aussi seront mieux exprimées. Nous allons éviter donc les quiproquos inutiles, les débats, les débats de sourds-muets que nous faisons, c'est-à-dire vous dites quelque chose mais la personne ne vous comprend pas parce que vous avez, vous avez, vous avez, vous avez eu cette confrontation avec la polysémie des mots, surtout avec la langue du blanc où
Il y a problème de compréhension. Vous dites quelque chose, vous comprenez la chose là d'une autre manière, l'autre aussi comprend ça d'une autre manière, et il y a déjà mésententes. Et ces mésententes-là sont quand même les conflits que nous voyons aujourd'hui dans les sociétés, le rejet d'autrui. C'est-à-dire, nous ne comprenons pas mieux ce que autrui dit. Quand je parle d'autrui, ce n'est pas à concevoir au sens péjoratif, celui-là qui n'est pas de la même lignée ou de la même région ethnique que nous. Maintenant, en dehors de cet épanouissement intellectuel, nous avons aussi une cohésion sociale qui va en déduire en même temps. Quand nous arrivons à nous exprimer dans notre langue et nous amenons l'autre aussi à comprendre, puisque cette diversité culturelle ou encore cette diversité linguistique sera la source de notre développement. Et donc, nous allons accepter autrui et chercher à comprendre sa langue. Pour la petite histoire, pour cette histoire que Abigail et vous avez racontée tout de suite, je me souviens aussi en deuxième année ou en première année à l'université, on nous avait aussi confronté à cet exercice où on ne devait pas les noms en fait, mais chercher les comptines, les berceuses, même des chansons, c'était au département de lettres, pour la petite histoire, où on devait chercher des chansons dans nos langues maternelles, les traduire donc dans le français de façon littérale et puis littéraire. Et donc cet exercice a été l'exercice le plus rude. Ceux qui étaient là et qui sont toujours au département de lettres savent de quoi je parle, parce que quand on allait à la source, on avait des mauvaises personnes ressources. Quand je parle de mauvaises personnes ressources, je ne suis pas en train de juger d'emblée ces personnes, mais les gens là même ne maîtrisaient pas mieux. C'est-à-dire, il y a des gens, mais la quintessence même de la chose qu'on cherchait n'y était plus. Moi, par exemple, j'étais obligé d'aller consulter ma maman qui me dit, mais bon, moi j'ai vécu elle m'a avoué clairement qu'elle a vécu dans l'espace géographique où elle a vécu, que ça a effacé toute une partie de ses réalités. Et il a fallu que j'aille vers des personnes, des tantes par ici, la grand-mère, les grands-mamans par de l'autre côté pour avoir ces informations. Et au fil du temps, en revenant maintenant, l'information n'était pas fiable, ce qui a influencé nos nôtres. Et donc, on a compris qu'il y a une nécessité d'encourager ce genre de choses. Et aujourd'hui, Abigail avait dit qu'il y a un constat qui est fait. Les gens ont déjà négligé, le constat est clair maintenant. Il faut que les peu de personnes là qui sont en réalité entre guillemets, des mauvaises personnes ressources, il faut qu'on arrive maintenant à créer des académies. Aujourd'hui, il y a de l'académie Bambara. Aujourd'hui, on fait de la langue Bambara une langue qui va renouer les peuples. Et à côté de nous, il suffit de traverser le Ghana en Côte d'Ivoire. Ici, vous allez remarquer que le Nouchi aujourd'hui a son dictionnaire. Les gens sont allés jusqu'à même créer l'académie de Nouchi qui évolue. Voilà. Des mots en jaï qui aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est que le petit Robert, malgré lui, a quand même intégré le mot en jaï là. Il n'y a pas que le mot en jaï. Le mot Gbessé, par exemple, qui signifie 500 francs. En Nouchi ivoirien, après son petit bonhomme de chemin, récemment, le Figaro l'a validé. On sait que jusqu'à la fin de cette année, ce mot-là peut intégrer aussi. Et donc, ça fait plaisir de voir cette petite particule linguistique de chez nous. Je voudrais parler de l'Afrique qui intègre. Et donc, ces efforts-là, nous devons tous ensemble les encourager. Maintenant, venons à nos noms pour finir. Quand on nous appelle par nos noms, ça doit quand même procurer pas seulement une gaieté, mais une surestimation de soi en nous. Moi, je vais prendre mon exemple, par exemple, mon petit nom de chez moi, c'est Seyram. Seyram voudrait dire c'est le destin qui m'a béni, ou encore les religieux voudraient dire c'est Dieu qui m'a béni. Et donc ce nom, il n'y a pas plus beau nom en réalité de chez moi, en tout cas, plus que ce nom. Et donc quand je comprends ce nom, je comprendrai que donc dans toutes circonstances, je dois comprendre que c'est le destin qui m'a béni, donc je dois avancer. Par contre, je préférerais peut-être qu'on m'appelle Benjamin, mais en tout cas, ce sont les circonstances qui l'ont imposé. Et quand on m'appelle Benjamin, j'en suis fier. Toutefois, je sais que Benjamin veut dire le fils de la main droite. Je n'ai jamais compris, en fait, je sais peut-être que mes parents ne sont pas au courant, pourquoi fils de la main droite qui veut dire fils chanceux, Benjamin, et Seyram encore qui veut dire c'est Dieu qui m'a béni. On comprend en fait que ce que mes parents le veulent ou non, Seyram a été quand même la traduction de Benjamin qui en temps faisait beaucoup plaisir aux gens. C'est un petit jeu de mots que je viens de faire pour faire comprendre que dans nos langues, nous avons aussi ces richesses-là que nous pouvons valoriser. Sur les médias le font déjà. Hein. Les médias, les réseaux sociaux, à la maison, partout ailleurs, à l'école, là où nous voulons, le train, dans les bus et tout, il faut en faire. Oui, et plusieurs initiatives ont été prises pour pallier à ces faits, d'accord? Et notamment quoi? Et l'adoption ou bien et l'usage de nos langues maternelles dans les écoles, d'accord? Et nous notons que l'éveil ou bien le cabinet, d'accord? Et dans peu de temps seront des langues qui seront étudiées. Outre cela,
nous devons être fiers, d'accord, de porter nos noms, c'est-à-dire des noms qui viennent de chez nous. Et nous avons ce complexe-là d'ignorer, ou bien beaucoup de gens disent que ça fait honte lorsque on les appelle par des noms de leur village. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Et sous d'autres cieux, comme vous venez de le dire, et en Côte d'Ivoire, et le Nouchi maintenant, il y a un dictionnaire spécifique pour le Nouchi. Et c'est une manière, d'accord, à eux de s'imposer aux autres aussi. Allons maintenant au Sénégal où le Wolof, dans les services, le français n'est pas utilisé. Le français n'est pas utilisé. La langue couramment parlée là-bas, c'est le Wolof. Donc, à nous, d'accord, de mettre pas à l'étrier à ces nations-là, c'est de faire comme eux. Mais après ce que tu dis, hein, et Georges est venu aussi compléter le long, mais comment on dirait, quand l'apport de nos langues maternelles, en fait, ça nous aide à mieux développer nos pays, à mieux développer nos communautés. Quand on comprend notre langue, on peut mieux comprendre la mentalité, on peut mieux comprendre la façon de réfléchir, de penser de nos ethnies, de nos communautés. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de projets de développement. On vient, c'est vrai, on fait des assemblées, on parle des gros mots, tout le monde est là, on débloque des sons, on applaudit, mais au final, la communauté ne comprend pas grand-chose. Et il y a de ces projets aussi, quand on les prend d'ailleurs, on les plaque, c'est parce qu'on a fait chercher à comprendre notre communauté. Et pour comprendre une communauté, ça passe aussi par les langues. Et au même moment, ça passe aussi par les langues, je dirais, parce que la façon de réfléchir, même pour réfléchir d'abord, c'est vraiment comment on le fait. Même les exercices de rédaction, quand tu trouves quelqu'un, la personne, moi, je peux dire que si j'essaie de m'exprimer mieux en français, c'est parce que moi, à l'école primaire, déjà, les rédactions et autres, moi, je pensais mes idées en cahier. Je ne vais pas avoir honte de le dire sur ce plateau parce que quand on me donne un sujet, moi, je le pense en cahier, je le dis en cahier. Et là, je me dis en français, comment est-ce que je peux le traduire? C'était un peu comme une traduction que je faisais de ce que je vivais. Mais s'il faut réfléchir directement en anglais ou en français, c'est compliqué. Donc, disons que la langue, ça se t'apprend là, quand on comprend l'importance de la langue maintenant, ça va nous aider avec nos projets de développement et autres. Pour la cohésion sociale aussi, il y a des proverbes, il y a certaines expressions que quoi qu'on dise, peu importe notre décret ou bien notre niveau d'intellectuel, on peut pas transcrire ça vraiment en français comme il le faut. Il faut forcément dire ces expressions-là en notre langue pour que les autres puissent nous comprendre, peu importe les colloques, il faudrait qu'on le dise. Même à l'université, il y a certains cours quand on nous parle en français. Bon, c'est vrai qu'on comprend ce qu'il dit, mais on ne comprend pas l'idée. Donc, quelquefois, le prof est obligé de parler un peu le vernaculaire. Et là, tu entends tout le monde dire, ah, c'est ça. C'est parce que quelque part, on comprend le français, mais l'idée qui cherche à véhiculer, on ne le comprenait pas. Je dis tout ça là pour faire comprendre que la langue, elle est vraiment importante. Et actuellement, au Togo aussi, je voulais attirer un peu l'attention. Quand on parle des langues maternelles, c'est vrai qu'on a dit que le Kabylie et l'Évé sont les langues nationales. Mais ça ne veut pas dire que c'est les seules langues. Il ne faudrait pas que les autres ethnies se disent qu'il n'y a que le Kabylie, il n'y a que l'Évé. Si moi j'arrive à comprendre le Kabylie ou l'Évé, donc ça suffit. Non. On essaie d'attirer leur attention pour leur faire comprendre que leur langue aussi est tout autant importante que le Kabylie et le Mina ou l'Évé. C'est vrai, au moment où les Kabyles ont des traductions, tu vas voir les livres en Évé, les livres en Kabylie. Moi, j'ai eu à faire le collège à Adèle et déjà en classe de 4e. Donc, on apprenait le Kabylie. C'est à ce moment que j'ai vu les dictionnaires. Je dis, ah, il y a assez de dictionnaires comme ça en Kabylie. C'était quelque chose de beau, c'était quand même quelque chose que moi j'avais découvert. En ce moment, il y a quand même des académies, je peux l'appeler comme ça, qui sont assises, ça dit des mots, il y a des livres, des poèmes, parce que moi j'ai eu à faire des poèmes à Kabylie, des récitations, des chansons, et tout ça là, il y a certaines histoires, même des contes écrits, et puis voilà, on s'appliquait. Moi, j'aimerais que ça soit vraiment quelque chose d'obligatoire. Si on veut vraiment faire bouger les choses, il ne faudrait pas seulement que ça soit des décisions qu'on prend, que ça soit des lois qu'on adopte, et que dans la réalité, dans les actions, dans les faits, qu'on ne le sente pas. Il faudrait que ça soit quelque chose de pratique, parce que les langues,
c'est pratique au fait. Il ne faudrait pas que ça soit fictif et que ça s'arrête à des ateliers, à des réunions et autres. Donc, il faudrait que ça soit quelque chose de pratique et que ça commence dans les établissements. Voilà, on l'a bien compris. Pour terminer ce terme, on parle de langue maternelle. Je vais prendre vos mots de la fin, mais dans vos langues maternelles respectives. Benjamin, on commence. Je me demande pourquoi c'est moi qui dois commencer et c'est lui quand même debout. Technicien, je dois le faire. Pourquoi ne pas commencer peut-être par Georges? Non, on commence par... Je commence. Ok, il y a peu disciple ni où on a il y a bébé les carrés qui n'a signé me dit ma marqué ni ben ka. Elle devient benya do bébé ni a fait egbeaun la be nya ni sia si nya janye autre a si ni non pom choima. Elle vient do bébé a kule asi ho ho nya fait egbeaun. Ne mi me le wom ne ma ora ami are comme le wogele nya tepo. Elle vient to nya ton jigban hafina ami are wa va dasi na le benu wa yinwe. Gake mi gblon le nya pe nya o mo be elle veut dire là où des vieux aussi à plus dire là où monsieur amena dasi ma elle veut nous va y na mais elle il faut pas dire au mieux que nous me le yigo et il y a yo que ni blon le on a si amele il y a pas dire pour là où t'es un pomi que monsieur amena ouais il faut pas dire elle veut nous katan va y. Voilà, Georges. Si je commence aujourd'hui, je vais pas finir. On veut comprendre la langue de Georges. Moi, je suis à Poso. Et Namu Media ou na Palakami et bon. On va à la fin de ce thème, nous allons donc partir pour la dernière rubrique de cette émission Top Secret de la langue de Molière. Voilà, retour sur ce plateau, Benjamin. Notre rubrique prend un nouveau visage. Un nouveau visage, mais le format n'est pas complet à rappeler à nos chers téléspectateurs. On leur avait dit cela, que non seulement nous allons corriger ces imperfections langagières à côté d'eux, mais aussi ils peuvent aussi aujourd'hui être des acteurs très actifs de cette rubrique-là. Nous envoyons des capsules de vidéos qu'ils ont déjà remarquées. Nous allons les aider à comprendre ces problèmes ou encore ces difficultés par rapport à la langue de Molière. Je voudrais rapidement leur rappeler que non seulement la réalisation a déjà commencé, non seulement nous allons corriger ces quelques erreurs-là, mais aussi ils peuvent nous envoyer ces petites erreurs que les gens ont déjà commises et sous l'anonymat, s'ils veulent bien, nous allons les corriger. Nous avons une affiche qui s'affiche déjà devant nos petits écrans. On dit les dictionnaires et Becherel se situent au premier étage de votre espace culturel. C'est déplorable que c'est devant une librairie qu'on a l'affiche là. Pourquoi? Parce qu'on est censé du mieux parler le français devant une librairie. Les dictionnaires et Becherel se situent au premier étage. Les dictionnaires Becherel se situent doit prendre ENT. Et donc pour ne pas faire un tata à la langue de Molière, on doit mettre ENT. Les dictionnaires et Becherel se situent au premier étage de votre espace culturel. On doit... La question reste posée, donc il faut mettre ENT à ce sujet, sinon les dictionnaires, les Becherel vont se fâcher, quitter le premier étage pour aller au deuxième étage. On comprend qu'il faut mettre ENT, je disais tout de suite. Deuxième image du jour, nous aurons 3 images. Deuxième image, toujours avec ces affiches-là qui indisposent l'une comme les autres. Ici, on dit Boursorama Bank est la banque la moins chère. C'est cher là même qui nous intéresse. La banque la moins chère, on doit comprendre que cher là-bas, c'est avec C-H-E-R-E. Et donc, cher, la chèreté. On ne doit pas écrire cher comme ça, sinon la banque deviendra un être humain où on va avoir des problèmes avec le corps humain. Au lieu d'écrire cher comme ça, il faut écrire C-H-E-R-E.
E accent grave, RE, puisqu'il s'agit d'une banque. Évitez donc d'écrire comme cela. C'est vrai que ce sont des homonymes. Pour finir, nous allons voir notre troisième image. Eh bien, cette fois-ci, il n'est pas question d'une banque ni d'une librairie, mais c'est sur une voie. Pendant les travaux, l'accès à la plateforme de convoiturage est gratuite. Ce qui intéresse là-bas, c'est gratuit. On dit l'accès. Vous voyez, parfois, nous faisons des phrases macaroniques, c'est-à-dire des phrases très longues qui nous empêchent de voir là où il faut accorder. Pendant les travaux, l'accès à la plateforme de convoiturage est gratuit au lieu de gratuite qu'on a là-bas sur l'image. Et donc, on doit dire l'accès est gratuit. C'est ce que nous faisons souvent comme erreur. Quand nous faisons des phrases trop longues, on oublie d'accorder conformément. Macaronique. Ce sont des spaghettis. Des phrases un peu plus courtes. Quand les phrases sont très longues, nous oublions. Et voilà donc qui met fin à cette rubrique de Top Secret de la langue de Mele. Je rappelle que le changement que nous avons apporté ne vient qu'à peine de commencer. C'est un avant-goût. On va plus s'améliorer pour le plaisir de nos téléspectateurs. Merci à toi, Benjamin. Merci également à Georges et à Abigail. On dit également merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a aidés à réaliser cette émission. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.